Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer ce webinaire d'experts de l'IFG. Alors, l'intitulé Manager en temps de crise et crise du management. Nous serons deux experts, interlocuteurs pour vous. Donc, Jean-Claude Sac et moi-même, Anne-Laure Boncory. Je me permets de me présenter en premier. Donc, Anne-Laure Boncory, je suis enseignant-chercheur au sein du groupe INSECU et précisément à la Business School et à la Grande École. Et j'enseigne la stratégie des entreprises. Mes expertises de recherche portent avant tout sur les modèles de management, la pensée managériale telle qu'elle s'est construite, et du coup, les nouvelles formes de management. On pourra peut-être l'évoquer, le management collaboratif, horizontal, par la suite. Je vais présenter mon co-auteur, puisque nous avons coécrit justement un ouvrage qui vient d'être publié début septembre aux éditions Anovi. Je vous le montrerai plus tard. Donc, monsieur Jean-Claude Sac, comment le définir? Je le définis comme un expert du management, mais il vous dira pas de la technique. Il a été fou du management, fou des États-Unis, et il a voulu, après être diplômé de l'EM Lyon, tout de suite intégrer une entreprise américaine. Donc, très vite, il vous en parlera probablement, mais il a commencé chez Xerox, il s'est occupé de tout ce qu'on a appelé à l'époque la bureautique, qui était en fait le bureau du futur, en fait toute l'informatique telle qu'on la connaît à partir des années 80. Et vous allez voir plein d'inventions qui sont, même l'écran souple par exemple, étaient déjà présents au sein de Xerox. Et puis, pour donc une carrière de management, de stratège, il a été PDG d'Ericsson Information Systems et par la suite PDG de Nokia France. Je l'ai présenté, je vais vous présenter ce webinaire, comment il va s'articuler. Donc, on va laisser la parole à Jean-Claude pour une dizaine, un quart d'heure. En fait, Jean-Claude, tu es complètement libre. Tu prends tout le temps que tu souhaiteras, puisqu'on a 1 heure ensemble. Et même si ça se passe très bien, on pourra même aller au-delà. Donc, une conférence là-dessus, sur cette crise managériale et qui est doublement critique puisqu'on est justement dans un temps de crise, donc comme une mise en abîme. Et par la suite, donc à la fin de cette intervention, moi aussi, je pourrais bien entendu apporter des éléments en tant que chercheur, des éléments d'un point de vue académique. Et il y aura donc la session de questions-réponses. Donc, une interaction avec vous et nous serons là pour répondre à vos questions, échanger. N'hésitez pas non plus à nous critiquer sur les éléments qu'on vous a apportés. Jean-Claude, je te donne le coup d'envoi. Je vais regarder en parallèle. Alors, il y a 2 onglets. Hein, vous voyez, il y a donc l'onglet chat. Et vraiment, réservez vos questions pour le 2e onglet. Il y a un onglet spécifique aux questions. Jean-Claude. Ok. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, tout d'abord. Je vois que vous êtes combien? Vous avez dépassé la centaine. Oui, et ça va arriver. Bon, je vous propose de ne pas perdre de temps. On va essayer de faire un échange sympathique et efficace. Donc, on va tout de suite commencer ce webinaire ou ce webinaire, comme vous voulez, en nous arrêtant sur le mot crise. Le mot crise, c'est un mot qui est dans toutes les conversations actuellement, qui fait l'objet de nombreux débats dans les médias. Il évoque l'idée d'un déséquilibre exceptionnel ayant des conséquences négatives et parfois graves avant un retour
à une situation normale. Question. Les crises sont-elles aussi exceptionnelles que cela? Comme vous êtes loin et que vous ne pouvez pas tous répondre, je vais répondre pour vous. J'imagine qu'un grand nombre dirait non, les crises ne sont pas vraiment exceptionnelles, elles se suivent et souvent se cumulent. Alors cela va des crises sociales avec des causes diverses et variées. Ça peut aller de l'âge de la retraite avec un blocage du pays pendant quelques semaines ou quelques mois, en passant par l'écotaxe, les revendications dans la fonction publique, avec des bonnets rouges, des gilets jaunes, des slogans de toutes les couleurs. Et tout cela s'enchaîne avec un impact sur l'économie. Mais il y a aussi des crises financières. Vous vous souvenez de la crise des subprimes qui a perturbé l'économie mondiale de 2007 à 2011. Pendant 4 ans, l'économie française a été perturbée. Vous vous souvenez peut-être des crises pétrolières. Elles sont déjà un peu plus loin. On appelait ça des chocs pétroliers. Vous vous souvenez de crises sanitaires, vache folle, H1N1, des crises politiques avec la dette que l'on a, je ne sais pas si elle est sur les épaules ou en dessus de nos têtes, mais elle est bien là et on nous annonce des moments difficiles. Les crises écologiques, climatiques, on nous annonce également des catastrophes. Il faut ajouter des mesures de sécurité contraignantes liées aux menaces terroristes, sans oublier les crises sectorielles, ça peut être l'agriculture, ça peut être les transports, et les crises internes à chaque entreprise, car chaque entreprise a des crises. Donc, heureusement, nous avons pas la mémoire courte. J'ai dû vous rappeler des crises que vous aviez dû oublier là. Mais à l'évidence, les crises ne sont pas des événements exceptionnels. Alors, pour un chef d'entreprise, un manager ou un salarié, le bon sens est donc de considérer qu'une entreprise évolue dans un contexte permanent de crise. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que vous allez passer toute votre carrière et toute votre vie dans un contexte de crise. Ça sera des pré-crises, ce seront des pré-crises, ce seront des crises ou ce seront des post-crises, mais il y aura toujours un environnement qui sera en mouvement avec des risques de déstabilisation. Et puis, si par hasard, il n'y avait pas de crise, imaginons qu'il n'y ait pas de crise, on peut faire confiance aux médias pour nous en trouver une ou éventuellement en inventer une. Donc, je vous propose une chose, c'est d'avoir une attitude de considérer que la crise est un non-événement. Ça fait partie maintenant des habitudes et il faut évoluer avec la crise en tête. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus sévères que d'autres, comme celle que l'on vit actuellement, mais ne prenons jamais l'excuse de la crise. La crise est maintenant, dans le monde actuel qui s'est accéléré, comme le terrain de jeu de ceux qui veulent agir. Alors, l'avantage de cette attitude est qu'une inquiétude prématurée permet au moins de réagir plus rapidement aux risques masqués, parce qu'il y a des tas de risques qui sont visibles, mais il y a aussi beaucoup de risques masqués, et de mobiliser les équipes avant que les conséquences soient irréversibles. N'oubliez jamais que dans une entreprise, la qualité numéro 1 de tous ceux qui doivent décider, c'est d'anticiper. Et donc, prendre une attitude, si vous voulez, un petit peu d'inquiétude par rapport à la crise, par rapport aux crises, mais d'inquiétude positive, est une bonne attitude. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est un livre qui a été écrit par Andrew Grove, c'est un président emblématique d'Intel, qui a écrit un best-seller qui est le titre « Seuls les paranoïaques survivent ». Et dans ce livre, il développe surtout des idées sur des nouveaux concepts, sur des nouveaux produits qui viennent
perturber le marché, mais les crises sont exactement dans la même logique. En permanence, la stabilité n'existe pas. C'est un moment, je dirais, particulier, mais je préfère la stabilité, considérer que c'est un moment de pré-crise ou de post-crise. En tout cas, tous ceux qui veulent réussir doivent considérer que la stabilité n'existe pas. Il faut surtout essayer de décoder, de décrypter le mouvement. Ça, c'est un de mes premiers médages. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons écrit avec Anne-Laure notre livre, avec une idée qui s'est imposée au fil des pages. Peu de managers sont à l'aise dans les périodes de grande tension et d'incertitude. Peu de managers sont à l'aise. Et une conviction qui s'est renforcée en écrivant le livre, les bons managers sont des managers de crise. Je ne vais pas dire que les bons managers aiment la crise, mais presque. Ils aiment ces situations un peu tendues où ils vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Donc, tous ceux qui sont à la recherche d'un job ou tous ceux qui veulent changer de job, quand vous vous présentez, présentez-vous comme un manager de crise et ne commencez pas avec une excuse en disant « écoutez, en ce moment, je ne suis pas très en forme parce qu'il y a une crise ». La crise, c'est vraiment le terrain des gens qui ont quelque chose à dire ou quelque chose à prouver. Donc, voilà pour mon introduction. Ça va, l'introduction est suffisamment dynamique. C'est quelque chose, en tout cas, ce sont des idées auxquelles je crois beaucoup. Alors, pour mener notre étude sur le management de crise, on va appeler ça comme ça maintenant entre nous, nous sommes partis d'une interrogation. Et la crise du management, ouais. Les managers sont-ils efficaces et utiles? Drôle de question, hein? Ben, la question peut paraître saugrenue, mais après le succès du livre d'Isaac Getz, l'entreprise libérée, que s'il y a des DRH dans la salle, vous connaissez suffisamment, qui propose de supprimer les managers sous leur forme actuelle. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres livres, dont celui d'un Américain, Gary Hamel, et son livre « La fin du management ». Lui propose de virer tous les managers tout de suite et de reconstruire les sociétés sur d'autres bases. Donc, la question de l'utilité des managers est posée et fait l'objet de débats. Personnellement, je souhaiterais que cela fasse l'objet de plus de débats, mais je pense que ça va venir dans les mois qui viennent face aux problèmes que ces managers vont rencontrer. Alors, pour se persuader qu'il y a ce problème des managers face aux crises, et on a vu que les crises étaient nombreuses, pour s'en persuader, il suffit de se référer à l'enquête Parlons Travail, qui analyse la vie de plus de 200 000 salariés. C'est la plus grande enquête jamais faite en France. Et Anne-Laure, qui est une spécialiste des sondages et des enquêtes, a vérifié que tous ces chiffres étaient cohérents avec les autres sondages. Disons qu'à quelques pourcents près, tous les chiffres vont dans le même sens, tout dépend de la question et tout dépend des mots qui sont utilisés. En tout cas, je vais prendre le livre pour me référer. Pour me référer. En fait, qui date de 2016, mais depuis au moins 5 ans, on a identifié à peu près 7 sondages qui vont exactement dans le même sens, qui permettent de se faire une radiographie des perceptions des salariés quant à leur supérieur hiérarchique, leur manager. Bon, alors, on va regarder aussi côté manager. Je voudrais vous donner d'abord 2 chiffres qui sont très encourageants. Le premier chiffre, c'est 77% des salariés déclarent aimer leur travail. 77%. 59% disent « je prends du plaisir en travaillant ». 35% disent « rarement ».
et 6% jamais. Des gens qui se sentent mal dans l'entreprise, quels que soient les sondages, ça dépasse jamais 12-15%. 15% est un plafond. Par contre, des gens qui disent j'ai du plaisir à faire mon travail, on est à plus de 50%. Il y a 150 questions dans cette enquête. En synthétisant les réponses, on peut dire que 2/3 des salariés, c'est un chiffre pour vous situer, aiment leur entreprise, leur travail et leurs collègues. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a un certain nombre de salariés actuellement qui sont confinés, qui ont trouvé ça très bien, mais qui se disent « J'aimerais bien reprendre mes habitudes, reprendre mon travail, reprendre mon poste, reprendre ma vie professionnelle, parce que même s'il y a des difficultés, même s'il y a le problème des transports, c'est une forme d'épanouissement supérieur. » Et donc ça, c'est le point qui est extrêmement positif. Alors tout serait parfait et on pourrait arrêter ce webinaire à ce niveau-là. Malheureusement, il y a un gros grain de sable, et c'est un gros grain de sable, c'est le grain de sable du management. En effet, le jugement des salariés sur leur management est nettement moins favorable. Alors, on va les prendre, je vais reprendre le livre parce que tout se trouve dans le livre. Où, il y en a plusieurs, page 19 par exemple. Oui, page 19 par exemple. Alors, je vous donne les principaux chiffres parce qu'ils sont vraiment parlants. 51% des salariés disent ne pas pouvoir compter sur l'aide de leurs supérieurs. Là, on dit de l'aide de leurs supérieurs dans leur travail. Et c'est de pire en pire parce que les systèmes maintenant étant de plus en plus informatisés ou robotisés, il y a de plus en plus des managers qui ont une bonne formation, mais qui connaissent mal les processus qui sont mis en place. 28% qualifient leurs responsables de médiocres ou de nuls. Il y en a même 32% qui ont envie d'être physiquement violents avec eux. Donc, c'est presque 1 sur 3. À la question, pourriez-vous faire votre travail sans votre chef? 62% répondent, cela ne changerait pas grand-chose à mon travail si je n'avais pas de chef. 25% répondent, je travaillerais mieux. Si j'additionne les deux, ça fait 87% quand même. Il n'y a que 12% qui disent, j'aurais beaucoup de mal à faire mon travail sans mon chef. Donc, on voit que le chef n'est plus quelqu'un qui sait, c'est devenu un animateur, c'est devenu un point de convergence, c'est devenu un relais par rapport à la direction, mais son rôle dans le processus de management pour les salariés, c'est, je dirais, est devenu beaucoup plus neutre. Alors, pour mesurer cette distance qui s'est élargie entre les salariés et les managers, avec Anne-Laure, nous avons croisé les enquêtes qui étaient mentionnées. Elle en a mentionné 7, mais toutes les enquêtes qui étaient disponibles, on a jeté un œil. Et on a mené 150 entretiens, dont une quarantaine d'interviews, c'est ça, qui ont été menés d'une manière plus approfondie. En fait, 40 entretiens semi-directifs, donc c'est à partir d'un guide. On est parti de 150 entretiens, on voulait entendre un petit peu, on ne voulait pas refaire de sondage, on voulait entendre les mots qui étaient utilisés, comprendre ce que les salariés avaient sur le cœur. Alors après, avec le croisement de ces sondages et de l'avis des salariés, nous avons fait notre propre évaluation et nous sommes assez sûrs de nous sur cette évaluation. Nous considérons qu'un tiers des managers dans les sociétés françaises, alors quand on dit manager, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait 3 niveaux, des salariés, un manager et un directeur général ou un patron. Pour qu'il y ait du manager, il faut qu'il y ait management. Mais on peut avoir ça à partir de 60, 50, 60, 70 salariés. Un tiers de ces managers
pour nous, ont toutes les qualités de la fonction et peuvent faire face à toutes les situations, dont les situations de crise. 1/3 sont tout à fait prêts à faire face à toutes les situations. Un deuxième tiers peut occuper la fonction de manager, mais n'a pas un profil pour faire face à des situations de forte tension ou de crise. Donc, ce sont des managers qui peuvent faire le travail, mais si la situation devient trop difficile ou si la crise est trop forte, très rapidement, ils vont être dans la suite de leur hiérarchie, mais ils ne prendront pas des décisions qui permettront d'asseoir leur crédibilité et de traiter les problèmes à la base. Quant au troisième tiers, nous, notre position est très claire et je crois qu'elle est définitive. Il n'aurait jamais dû être nommé dans cette fonction. Pire même, nous considérons que 1/2 est un manager qui est toxique ou en tout cas qui a un certain niveau de toxicité. Oui, je voudrais juste préciser, je ne sais pas si c'est un manager sur 2 est toxique dans ce troisième tiers. Hein. Dans ce troisième tiers, ça fait beaucoup trop pour nos entreprises et pour vous tous. Et pour nous, oui. Donc, ça en fait 1/6, c'est ça, non? Jeune homme. Ça fait beaucoup. Donc, si vous voulez, de management. Ça, c'est un diagnostic global. Donc, lorsque les entreprises n'ont pas de problème et que tout se déroule dans un contexte, je dirais, apaisé, les managers peuvent faire leur travail. En tout cas, nous considérons qu'il y en a, on va dire, allez, 2/3 qui peuvent faire le travail sans problème, sans trop de problème. Le vrai problème, c'est dès qu'on est en situation tendue, en situation de crise, à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs la couverture, si vous voulez, de notre livre. On montre, si vous voulez, l'activité qui chute et on voit un certain nombre de managers qui, en période de crise, dévalent la pente. Et comme les crises s'accélèrent, nous considérons que ce problème est un problème important et que les dirigeants doivent recruter en période de paix des managers de crise ou des managers de guerre. Si vous voulez, dans les armées, on considère que les bonnes armées se préparent pendant les périodes de paix. Pas qu'une fois que la guerre est déclarée. Quand la guerre est déclarée, vous ne pouvez plus rien faire. Quand une crise est déclarée, et là, la crise va être très difficile, le retour. Si vous avez des managers qui ne sont pas prêts au management de crise, ils vont avoir beaucoup de mal à traiter les nombreux problèmes qui vont apparaître à partir du mois de janvier, soit à l'intérieur de leurs équipes, soit chez leurs clients, puisque un certain nombre de clients ne vont pas pouvoir payer, ou vont être dans des situations de faillite, où il va y avoir des regroupements d'entreprises, il va y avoir des fusions, il va y avoir… Et donc, les dirigeants à la tête des entreprises ne vont pas pouvoir traiter tous les problèmes. C'est exactement comme un séisme. Les dirigeants vont pouvoir traiter les problèmes centraux, mais il va y avoir à la périphérie énormément de problèmes et les entreprises vont avoir besoin de leurs managers périphériques et certainement, d'ailleurs, ils vont leur donner des marges de manœuvre un peu plus importantes pour traiter les problèmes qui vont surgir. Alors maintenant, on va passer à un stade, on va aller un petit peu plus loin maintenant. J'espère que Jenny nous regarde et si tout va bien, si tout le monde est en forme, on va continuer, on va accélérer un peu. Donc, on va se poser maintenant la question, pourquoi autant de managers avec de telles carences sont-ils nommés? En final, nous avons
nous avions une dizaine de raisons possibles. Nous avons retenu 2 raisons principales. La première, c'est que 2 tiers des nominations se font à la suite d'un départ, d'une promotion, d'une structuration dans une relative urgence. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un donne une démission, un manager d'un bon niveau donne sa démission, ben très rapidement, il faut le remplacer. Il y a très peu d'entreprises qui ont des plans de gestion des potentiels. Moi, j'en ai connu, on ne peut pas dire que ça marche toujours très bien. C'est pas, en tout cas, très souvent, à la suite d'une restructuration, à la suite d'une fusion, à la suite, les managers sont promus très rapidement et de ce fait, 40% des promus prennent leur poste sans formation spécifique au management de groupe et souvent sans préparation personnelle, sans préparation intellectuelle. Tout d'un coup, se retrouver par rapport à 10 personnes qui sont plus ou moins satisfaites, ça demande quand même un petit peu de métier. Donc ça, c'est la première raison. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis que le management doit être réfléchi, ces structures de management, les nominations, les recrutements ne doivent pas être repensés pendant les périodes de crise, mais pendant les périodes de paix. Et pendant les périodes de paix, il faut penser à avoir des structures et avoir des managers de périodes de crise. Car les crises ne s'annoncent pas, elles ne s'annoncent pas à l'avance. La dernière, pas plus que les précédentes. Pas plus que les précédentes. Donc, je ne recommande pas, moi, d'une manière générale, les managers de temps de paix. Les managers de temps de paix sont pas à l'aise de toute façon dès que les situations se durcissent. Moi, j'ai une recommandation très simple. Je crois qu'il faut moins de managers dans les entreprises, mais plus de management. Donc, jouer énormément sur la qualité des managers et des managers prêts à affronter toutes les situations. Alors, la deuxième raison, on va s'attarder un peu plus dessus, elle est plus profonde, elle prend pas mal de place dans notre livre, c'est le choix final des candidats. Il est fait sur la base de tests qui sont très pointus. Maintenant, il y a des tests absolument remarquables, il y a des tests surtout maintenant absolument remarquables. Les entretiens sont pris au sérieux et sont très fouillés, mais ils sont très sérieux ou très fouillés sur ce qui est visible ou ce qui est en partie masqué. Mais toutes les personnes ont une part d'invisible qui est enfouie dans leur inconscient, qu'il est très difficile à faire émerger lors d'entretiens et même lors de tests, et qui échappe assez souvent aux recruteurs. Alors, parmi beaucoup de ces problèmes ont un nom maintenant depuis quelques années, on appelle ça des biais cognitifs. On n'est pas dans la psychanalyse, mais on est au bord, c'est-à-dire il y a des blocages qui posent problème dans l'attitude d'un manager. En psychologie, les biais cognitifs ont été mis en lumière en 1970 par Daniel Kahneman. Il a été, pour ses travaux, prix Nobel d'économie en 2002. Donc, c'est assez récent. Si vous voulez, je pense que beaucoup de gens ont entendu déjà ce mot de biais cognitif, mais beaucoup n'en ont pas encore entendu parler. Et c'est un point essentiel dans le recrutement. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une construction mentale artificielle, une sorte de réflexe dans la manière de penser, conduisant à des approximations ou des déviations du raisonnement. Ces biais cognitifs trouvent leur origine dans le passé, souvent dans l'enfance, de ceux qui en sont victimes, et ça canalise leur manière de penser à travers des associations d'images,
de croyances, de souvenirs, d'émotions qui sont cachés dans leur inconscient. Donc, pour un manager en situation de responsabilité, donc de pouvoir par rapport à une dizaine de personnes, ces déviations de la pensée rationnelle sont peu compatibles avec sa fonction. Alors, je vais illustrer tout de suite, si vous voulez, pour que vous compreniez de quoi on parle, par un exemple. Par exemple, le biais de confirmation, qui est un des plus courants, qui pousse le manager qui en est victime à privilégier exclusivement la recherche d'informations qui confirment ses hypothèses ou qui infirment les idées contraires. Donc, il ne veut entendre que des informations positives ou des informations qui dénigrent ses concurrents ou ses ennemis. Si vous lui donnez une information qui vous paraît convenable et importante, il va vous dire que vous êtes négatif et il ne veut pas entendre vos commentaires. Alors, c'est assez embêtant parce que, alors c'est tellement vrai ce que je vous dis, que vous avez dû tous avoir cette expérience. Un nouveau manager est nommé dans une unité. Et s'il y en a un de l'unité qui a travaillé avec lui, immédiatement les autres viennent et lui posent la question, dis donc, il est comment? Et s'il répond, écoute, il a pas un caractère facile, surtout tu le contredis pas. À ce moment-là, ce manager n'a rien à faire dans son poste. Un manager n'est pas payé pour écouter ce qui lui plaît, il est payé pour faire un diagnostic d'une situation et prendre des décisions par la suite. Donc, ce qu'on appelait, il a un caractère très très particulier. Lorsqu'on lui confie, on le met en position de pouvoir et qu'on lui confie 10 salariés, là, on prend des risques pour les salariés et pour l'efficacité de l'unité. Imaginez une décision d'investissement ou recrutement d'une personne clé, par exemple d'un spécialiste dans une unité. Si lors de l'entretien, vous n'allez pas poser les questions parce que vous pensez que c'est le candidat qu'il vous faut, vous avez un bon contact avec lui, et si vous n'allez pas fouiller dans son moi profond pour savoir comment il se conduit dans les moments justement de crise, vous allez passer à côté et vous allez faire un mauvais choix. Si quand vous avez une décision d'investissement, cette décision d'investissement, vous ne voulez entendre vos collaborateurs vous dire que vous donnez que des informations qui vont dans le sens de votre intuition ou de ce que vous ressentez, vous imaginez bien que pour faire un diagnostic, ce n'est pas une situation idéale. Alors, si vous voulez, des biais cognitifs, il y en a énormément. On a tous des biais cognitifs, mais beaucoup de biais cognitifs ne sont pas pénalisants. Ils sont gênants. Bon, tout le monde a ses petits son caractère. Mais si vous voulez, tout ça peut se passer bien. Mais ce sont les blocages qui posent problème. Alors, il y a d'autres biais, par exemple, je vous en donne 3-4. Le biais d'autocomplaisance. On s'attribue tous les succès et jamais les échecs. C'est-à-dire, dès qu'il y a un succès, on se l'attribue, et dès qu'il y a un échec, on trouve toujours un responsable dans son groupe. Reconnaissez que pour faire du management, c'est pas terrible. Il y a le biais du statu quo, c'est-à-dire le manager conservateur, résistant au changement, avec une peur absolue de décider. Pas très pratique non plus. Pas très pratique non plus. Il y a aussi le manager avec le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, c'est, il parle, mais il ne prend pas vraiment de décision. Et quand il y a le moins de prépa, il dit, je le savais. Je vous l'avais dit, ça je vous l'avais dit. Ce sont des attitudes, sont des profils exactement. Sûrement que dans la salle, je vois qu'il y a 145 personnes en ce moment.
vous avez déjà des noms en tête, c'est pénalisant. Ce sont des managers qui pénalisent l'efficacité de l'équipe. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien à faire dans ce poste-là parce qu'ils vont arriver, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ce poste-là parce qu'il y a plus grave, mais ce ne sont pas des bonnes nominations. Ce ne sont pas des bonnes nominations. Un manager doit savoir écouter, il est maître du temps et c'est lui qui peut décider. Par contre, il doit savoir écouter. Mais pour certains managers, cela peut prendre des formes encore plus graves. Là, dans ce cas-là, on peut parler de managers toxiques. Alors, dans leur cas, au biais cognitif, s'ajoute un blocage plus profond qui est souvent un manque d'estime de soi ou un complexe d'infériorité masqué. N'ayant pas confiance en eux-mêmes, ces managers, ils projettent leurs carences affectives sur ceux qu'ils dirigent ou côtoient comme une thérapie. C'est-à-dire, si vous voulez, là, on est dans la psychanalyse. On rentre dans la psychanalyse. Ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit que à partir du moment où on rentre dans l'action. Quand on regarde, j'ai plongé un petit peu plus loin là-dessus pour essayer de comprendre. L'OMS considère que la première maladie aujourd'hui, ça doit être la première, je crois que sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, et arrive en 3, les maladies mentales, les perturbations psychologiques. Ce sont des perturbations que l'on ne voit pas, mais je vous rappelle que quand on est manager, on exerce un pouvoir sur ses collaborateurs à travers un contrat de travail qui établit un lien de subordination entre la personne employée et l'employeur. C'est un pouvoir de direction, pouvoir de donner des directives, pouvoir d'en contrôler l'exécution, pouvoir d'en sanctionner la mauvaise exécution. Ça, c'est la loi, ça, ce sont les règles. Et donc, si vous n'avez pas quelqu'un d'équilibré, vous êtes comme pour les pervers narcissiques dans la vie amoureuse ou amoureux d'un certain nombre de personnes, c'est le même cas. C'est le même cas. On est dans des situations très difficiles à maîtriser et très destructrices. Tous les managers toxiques écoutent peu ou mal, ils pensent avoir raison, sont peu disponibles et ont du mal à faire confiance ou à déléguer. Ils compliquent au lieu de simplifier. Dès que vous avez quelqu'un qui complique au lieu de simplifier, c'est un symptôme. On ne peut pas diagnostiquer uniquement à partir de là, mais c'est un symptôme. Ils démotivent très souvent leurs collaborateurs au lieu de les motiver. Et ces collaborateurs se sentent inconfortables en leur présence car ils appréhendent leurs remarques et leurs critiques. Mon point de vue personnel, c'est qu'on n'est plus dans le management, on est dans l'anti-management. Alors, je vais aller très vite parce que je ne voudrais pas… tout se trouve dans notre livre. Pour ceux qui voudront aller plus loin, ils pourront plonger dans notre livre et on détaille ça. Je vous donne les tyranniques, je vous donne juste quelques mots, je vais vous donner 3 catégories. Ils dirigent leurs collaborateurs en les dominant, en imposant leur position, en créant de l'anxiété et de la peur. Ils ont horreur des contredits, ne reconnaissent jamais leurs torts. Ils sont souvent menaçants, parfois harcelants, dangereux. Dangereux. Il y a une deuxième catégorie, les pochettes surprises. Ça, c'est nous qui avons trouvé le nom, on leur donne d'autres noms. Alors, leur management est plus que flou, c'est un management flou. Il est chaotique. Leur seule logique est ce qu'ils disent, ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. C'est leur seule logique. Leurs collaborateurs ne savent jamais vraiment ce qu'ils attendent d'eux, ce qui les entraîne dans un double sentiment d'inorganisation et d'insécurité. Ne donnant jamais de directives précises, ces managers se sentent jamais responsables des difficultés
ou des échecs. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est, au départ, ils ont tout pour être des bons managers. Ce sont les managers sans empathie. Ce ne sont pas les plus dangereux, mais ce sont les plus décevants. Ils ont toutes les qualités pour être des bons managers, mais ils ont du mal à se mettre à la place de leurs collaborateurs. Donc, ils comprennent mal les différences de position. Ils ne savent pas faire avancer les discussions parce qu'ils ne savent pas prendre ce qu'il y a de bon dans la position de l'autre et de trouver des points de passage. Donc, si vous voulez, il y a un espèce de blocage. Donc, ils donnent le sentiment à leurs collaborateurs, chaque fois que les collaborateurs essayent de discuter d'un problème qui sort un peu de l'ordinaire, ils leur donnent l'impression de perdre leur temps et progressivement, ils se poussent et ils se coupent progressivement de leur équipe. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi sont-ils maintenus dans leur poste? Et ben, ça, c'est un miracle. Je ne sais pas pourquoi, mais les sondages donnent en partie la réponse. Et ça, c'est de la responsabilité des dirigeants. 63%, je vous donne un sondage avec le dernier, 63% des dirigeants considèrent avoir instauré un management d'un bon niveau, innovant. 29% des salariés seulement considèrent que ce management est innovant. C'est-à-dire que quand un dirigeant nomme un manager, il envoie tout de suite l'intérêt dans le management descendant. C'est-à-dire qu'il va être un relais, il va lui ramener des informations, il va aller faire un certain nombre de contrôles, il va passer un certain nombre de messages, etc. Il ne voit pas exactement la déperdition, mais la déperdition, chaque fois que vous mettez un échelon supplémentaire dans une structure, la déperdition est forte. Par contre, les salariés, eux, n'ont pas ce jugement-là. Ils ont un jugement souvent très négatif sur le management intermédiaire. Je ne parle pas du management de proximité, je ne parle pas de leur management direct, je parle surtout du management intermédiaire. Donc, les salariés sont insatisfaits parce qu'ils ont le sentiment que ces managers sont effectivement les relais de la direction, mais qui ne sont pas en charge d'une valeur ajoutée apportée à leurs équipes. Donc, beaucoup d'enquêtes confirment, et ça c'est notre position, qu'il y a trop de managers et pas assez de management. Alors, je ne sais pas, Anne-Laure, si on fait un petit point à ce niveau-là, parce que… Volontiers. J'avais une douzaine de questions. Est-ce qu'on veut prendre une question? Bien sûr. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter là, puis on prendra… Oui, bien sûr. Alors, écoute, il y a déjà, je vais commencer, je me permets de vous appeler par vos prénoms. La toute première question était postée par Florent et elle portait d'une façon générale sur l'identification d'un manager capable d'affronter une crise. Donc, ce fameux manager de temps de crise, ce manager de temps de guerre. Donc, comment l'identifier? Comment identifier sa capacité? D'accord. Alors, bon, là-dessus… Ok. Donc, pour cette identification-là, on ne va pas sortir de critères très, très originaux, mais on a fait une sélection assez serrée. Nous, la première qualité d'un manager, c'est ce que l'on a appelé l'autorité naturelle. L'autorité naturelle, ce n'est pas une autorité que vous imposez à vos collaborateurs, c'est une autorité qui est reconnue à travers ce que vous faites. Nous considérons que c'est une autorité presque innée. Ce n'est pas une autorité qui peut s'apprendre en formation. Je ne sais pas si on peut compenser, je ne sais pas trop. Je préfère le terme d'autorité naturelle au terme de leadership parce que
Il y a, si vous voulez, quand on regarde tous les sondages, pratiquement, les salariés aiment l'autorité. Et même la jeune génération, on pourra en reparler. Ils n'aiment pas l'autoritarisme. Ouais. Ils n'aiment pas les petits chefs. Ils ne peuvent pas supporter les petits chefs. Mais le manque d'autorité est quelque chose qu'ils n'aiment pas non plus. Et très étonnant, sur les études que l'on a faites, et là, Anne-Laure est une spécialiste, les jeunes salariés également, ils veulent qu'on leur laisse de l'espace, ils veulent de l'autonomie, mais ils n'ont aucun problème avec l'autorité, surtout s'il s'agit d'une autorité naturelle. Ils veulent un cadre et après pouvoir agir dans ce cadre. Oui, on avait écrit avec, pour moi, que je considère comme l'experte de la génération Z. Alors, la génération Z, ces individus nés en 1995, à partir de 1995, et vous devinez pourquoi on les appelle Digital Natives, puisque même si le web, c'est 1989, on considère que l'accès, la possibilité d'aller sur le web et donc via Internet, c'est à partir de 95 pour le grand public, et on va jusqu'en 2010, puisque maintenant, les petits bébés là qui viennent de naître, on les appelle la génération alpha. Et donc, pour en revenir à cette génération Z, Élodie Gentina, qui est une chercheure, a fait une étude sur 10 000 individus de cette génération Z, et elle montre, quels sont les résultats. C'est qu'il y a un paradoxe dans les attentes de cette nouvelle génération qui est là, qui est sur le point qui est déjà même au début qui vient de rentrer dans le monde du travail, pardon, des attentes nettes d'autonomie, ça c'est évident, d'avoir des mentors, mais également des cadres de référence. C'est-à-dire que très vite, on a aussi des témoignages. Ce qui leur manque, c'est la notion d'un chef, c'est-à-dire des managers qui prennent des décisions, en fait, et qui gèrent et qui savent trancher au niveau des conflits. Et vraiment, ils en ont besoin. Et c'est pourquoi on a des choses à dire aussi sur les nouvelles formes de management. Pour revenir à la question. Jean-Claude, juste pour dire, pour l'autorité naturelle, ça c'est... Pour nous, c'est net. Et d'ailleurs, même pour le leadership, alors tu disais, tu préfères… Notre position, c'est… On peut prendre les deux mots, mais leadership, on l'utilise un peu n'importe comment, parce que vous pouvez avoir aussi un leadership, si vous voulez, autoritaire et autocratique, oui. Autocratique. Donc, je préfère le mot d'autorité naturelle. Mais alors, je voudrais rajouter je voudrais répondre à la question parce que je ne peux pas oublier. Oui, la question l'écoute active, c'est-à-dire que beaucoup dans nos enquêtes et dans nos conversations, dans nos entretiens, nous ont dit, oui, j'ai un manager qui m'écoute, mais il ne se passe rien derrière. Donc, c'est une espèce d'écoute, si vous voulez, inutile. Et donc, ce qu'ils aiment, ce que les salariés demandent, et ils ont une attente forte, c'est que dans l'écoute, elle soit interactive, l'écoute. C'est-à-dire qu'ils s'assoient, ce que j'appelle une écoute active. Il y a aussi la délégation. Les mots de confiance et délégation sont très, très importants. Donc là, on retombe sur l'autonomie. Je vais rajouter un point. Après, il y a toutes les qualités de base, mais je ne vais pas revenir dessus. C'est de bien comprendre les bons managers. Ils comprennent tout ce qui bouge. Ils sont en mouvement. Ils comprennent ce qui bouge. Dès que quelque chose bouge, un manager s'y intéresse. Pourquoi ? Parce que ces mouvements-là se propagent et un des points les plus importants en management, c'est de prendre les décisions dans le bon tempo. Regardez des managers, ils prennent toutes les bonnes décisions, mais pas au bon moment. Or, un bon manager, vous voyez, il n'est pas pressé, il y a la panique, il reste calme, il sait que c'est trop tôt, il a déjà sa décision en tête, mais il va la prendre dans le bon tempo.
Et ça crée, si vous voulez, au niveau des équipes, là, votre autorité est reconnue, et parce que ça, ils le sentent très très vite en disant mais pourquoi il décide aussi vite? Mais parce qu'il a peur. Souvent, leur manager qui est un peu jeune et tendre, il a peur. Il veut très très vite régler le problème. De temps en temps, il faut savoir laisser le problème se dérouler et le traiter dans sa phase descendante et pas dans sa phase montante. C'est comme les scènes de ménage, ça. Il y a des moments où il faut laisser monter, il y a des moments où il faut les traiter. Et ben si vous les traitez dans la phase montante, ça ne marchera jamais. Et en management, c'est exactement pareil. Si vous traitez un problème où il faut le traiter très vite à la base, soit si vous le traitez en plein milieu sans avoir préparé les gens, il sera mal traité. Mais je vais vous dire le point le plus important quand vous voulez juger de la qualité d'un manager. Et ça sera ma conclusion. Un manager ne se juge pas lorsqu'il sait faire. Un manager se juge lorsqu'il ne sait pas faire. Et donc, quand un manager se situe dans une situation où il n'a pas les réponses, ne vous trompez pas, le management, ne soyez pas impressionnés par les managers. D'une manière générale, c'est 90% ou 80%, allez, je vais être gentil, 80% de réflexes managériaux. On fait toujours la même chose, vous avez un problème, je vais vous rencontrer, on va discuter. On n'est pas coordonné, on va se faire une réunion, c'est 80%, pour pas dire 80%. Mais le vrai manager, sa qualité se juge lorsque je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'en sais rien. Je suis dans une situation que je n'ai jamais rencontrée, qui est particulière. Il va falloir que je fasse un diagnostic, je prenne des risques et que je décide. Comment je vais faire avec mon équipe, comment je vais faire avec mon management supérieur, ça, c'est pas simple. Et quand un manager sait faire ça, vous pouvez vous dire que c'est un bon manager. Surtout si son équipe derrière dit ben, il a pris la bonne décision. Ceci étant, les managers, et notamment les managers de temps de crise, font des erreurs. Ils perdent des batailles, mais l'histoire montre qu'ils gagnent généralement les guerres. Donc, on fait des erreurs. Chaque fois qu'on prend des risques, il ne faut pas croire que chaque fois, on prend la bonne décision. Bon, voilà, j'ai répondu d'une manière un peu large parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Oui. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Moi, avec ça, vous avez les clés pour savoir si un manager est bon ou pas. Oui, parce qu'alors, il y a des questions en fait sur les managers, le management, et également sur la crise et le management de crise. Est-ce que je continue? Je pense que je vais continuer sur l'aspect managérial et puis peut-être venir ensuite à la notion de, par exemple, anticipation, gestion des crises. Voilà, on n'est pas rentré, si vous voulez, à fond, ce n'était pas notre objectif d'expliquer comment on manage une crise sur Internet. Les consultants font ça très bien. Sur Internet, on vous dit les 10 décisions à prendre, vous avez une crise, etc. Nous, ce qu'on veut poser comme point central, c'est pour gagner une guerre, il faut d'abord avoir une bonne armée qui est formée pendant les temps de paix et prêt à mener les combats qui vont se présenter, qu'on ne connaît pas forcément au départ. Mais il y a un point quand même par rapport à la question. Est-ce que tu pourrais l'exprimer exactement comment elle est formulée sur la crise? Les questions. Alors, oui, bien sûr. Alors, Rolks nous pose la question, puis il y en a d'autres sur existe-t-il une relation entre l'analyse globale des risques et l'anticipation d'une crise? Est-ce le rôle du manager? Donc, l'analyse globale des risques et l'anticipation d'une crise. Est-ce le rôle du manager, en effet, de poser, d'anticiper et d'analyser? Alors, tout dépend. Quand on parle de management, il faut différencier deux types de management. Ce que j'appellerais le management stratégique
Je vois une nouvelle question. Concerne d'abord les dirigeants et leur staff, les gens qui participent à la définition de la stratégie au niveau du siège. Et là, leur rôle, c'est de prévoir l'improbable. Tout doit être souvent, l'improbable n'est pas prévisible, mais le fait de l'imaginer permet déjà de prendre un petit peu d'avance. Dès qu'il y a un signal faible, je reviens à Andrew Grove qui disait que seuls les paranoïaques survivent. Pour les dirigeants, c'est absolument vrai. Tout est possible. Le management de l'incertitude est pratiquement maintenant la formation numéro 1 des managers, disons, de siège. Je crois qu'on l'a pas mis, ça. On l'a pas mis justement dans le livre. En ce qui concerne formation. En ce qui concerne, oui, mais ça on le trouve, ça se déduit automatiquement. Nous on fait un diagnostic et notre livre s'adresse directement aux salariés parce que c'est eux qui sont en relation avec les managers, mais il s'adresse au 3e degré aussi aux dirigeants. Tout ce que l'on dit là, c'est la construction même de leur entreprise. Et moi je leur explique pas comment ils doivent s'organiser. Ils le savent parfaitement. Moi, je mets sur le tapis des réflexions que j'ai approfondies durant les années où j'ai travaillé dans des sociétés qui étaient très, très exposées. Et il n'y a que les dirigeants qui peuvent décider comment ils s'organisent. Personne ne peut décider pour eux. On peut leur donner des conseils, mais beaucoup de conseils sont à ne pas suivre, mais à écouter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous êtes dans une situation de crise, il y a un point qui est incontournable, c'est de savoir choisir la bonne information. Parce que dans ces périodes de crise, il y a des informations dans tous les sens. Or, la première chose, c'est de se poser la question, qu'est-ce que l'on sait avec certitude? Première chose. Qu'est-ce que l'on ne sait pas avec certitude? Deuxième chose, mais qui semble vraisemblable. Avec ça, déjà, on peut commencer à essayer de faire des hypothèses pour prendre des décisions. Qu'est-ce qui se dit, mais qui n'est pas vérifiable? Avec ça, on ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce que l'on ne sait pas encore et qu'on ne peut pas essayer de trouver? Et qu'est-ce qui est impossible de connaître? Or, vous voyez bien qu'à travers ces questions qui couvrent tout le problème du questionnement, finalement, on peut travailler sur 2 niveaux. Qu'est-ce que l'on sait avec certitude? Donc ça, on va considérer que dans l'analyse, c'est une vraie certitude. Et qu'est-ce qui semble vraisemblable? Déjà, quand on dit qu'est-ce qui semble vraisemblable, il y a déjà, c'est pas une certitude absolue. Parce que le vrai problème, quand vous êtes en situation de crise et qu'il faut prendre des décisions, et beaucoup d'entre vous qui êtes dans la salle, vous allez avoir des décisions à prendre en rentrant à un niveau ou à un autre. Lorsque vous allez avoir à prendre ces décisions, vous allez forcément avoir un certain niveau de risque. Souvent, il faut prendre des décisions assez vite. Si vous les prenez vite, vous les prenez avec un risque. Si vous faites traîner la décision, vous allez diminuer le risque. Mais le choix est, vaut-il mieux, et ça c'est le tempo, prendre la décision maintenant sans avoir toutes les vérifications, mais ça sera plus efficace de la prendre maintenant, ou est-ce que j'attends 1 mois ou 2 pour prendre cette décision? Il y aura moins de risques dans ma décision, mais elle sera peut-être dans un mauvais tempo. Et il y a beaucoup de managers qui n'aiment pas prendre des décisions. Je ne parle pas des dirigeants. Les dirigeants, en principe, ils savent qu'ils n'ont pas de choix et qu'il faut qu'ils prennent des décisions. Je parle des managers intermédiaires ou des managers de proximité, et souvent, ils laissent traîner les décisions
ou au contraire, ils essayent de remonter assez haut dans la hiérarchie pour être couverts. Les bons managers, ils prennent des décisions. C'est la qualité numéro un des bons managers. Ils prennent des décisions, ils les sécurisent. Les plus risqués, ils les discutent avec leur patron ou leur hiérarchie. Celles qui risquent d'avoir des conséquences, ils les discutent avec leurs salariés ou avec leurs collaborateurs, mais ils prennent des décisions. Un manager qui ne prend pas de décision, pour moi, ce n'est pas un manager. Or, c'est vrai qu'en France, on a une culture administrative qui fait que la prise de décision, vous verrez pour ceux qui achèteront notre livre, vous verrez on a mis des focus avec une quarantaine d'interviews, je crois. Tous disent ce problème de la décision des managers, ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne prennent pas de décision. Et d'ailleurs, il y avait des questions sur les secteurs. Pour l'échantillon théorique que nous avions pris, il y a une diversité de… les interviewés viennent de secteurs différents, secteurs d'activité, taille d'entreprise. On avait vu juste une exception, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est sur toutes les entreprises, conseils, S2I, mais bon, ça, on n'en parlera pas, ou ceux qui vont chez le client. Je me permets, là, Jean-Claude, il y a finalement la thèse du livre qui est moins de managers, plus de management, et qui porte sur le constat, mais qui ne vient pas de nous, cette remise en cause de l'utilité du manager, ce sont les salariés. Et c'est au moins 7 à 10 enquêtes, sondages. J'ai en fait 2 questions qui peuvent se rejoindre. Je vais dire une chose sur ce que tu dis. J'ai la question de Richard et la question de David. Richard qui dit « Pouvez-vous clarifier davantage cette vision d'avoir moins de managers, mais plus de management ?» Exactement notre thèse. Merci Richard de poser cette question, et merci d'ailleurs à toutes et à tous pour vos questions. Et David qui dit « Je ne suis pas convaincu de la remise en cause de l'utilité du manager. Le vrai sujet concerne leur profil pour affronter les crises. » Je suis d'accord. Est-ce que… Moi, je suis un défenseur des chefs et des managers. Je n'ai pas de problème sur ça. Les managers ont été très, très attaqués dans l'entreprise par Gates, l'entreprise libérée. Puis les formes… Dans l'entreprise libérée, dans beaucoup d'holocratie. Ils demandent la suppression des des managers. Nous, on n'est pas pour la suppression des managers du tout. Nous, on considère au contraire que les chefs sont importants. Ils sont une référence, mais des chefs qui savent chefer, c'est-à-dire des vrais chefs. Et des chefs à qui on délègue. Nous, on va relativement loin, on va très loin dans l'autonomie. On va très, très loin dans l'autonomie. Des chefs à qui on confie, on appelle ça, nous, le vide encadré. C'est-à-dire que l'on donne des responsabilités très larges à des managers, mais c'est ce qu'on appelle le vide à l'intérieur duquel les managers peuvent prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Leur patron n'a pas à intervenir, mais il est encadré. Dès qu'une responsabilité est du domaine de leur patron, là, il ne peut plus prendre de décision. Et moi, je souhaite, si vous voulez, on peut en parler, je souhaite que ces managers, dans ce vide encadré, dans cette zone d'autonomie, fassent des erreurs. Car l'erreur, je vous donnerai beaucoup d'exemples d'erreurs qui ont entraîné de très grandes réussites. L'erreur est pédagogique. Il faut éviter les erreurs de gestion, mais les erreurs sur prise de risque, les gens sont tellement tétanisés de faire la moindre erreur qu'on est comme dans l'administration française, c'est le zéro défaut dans tout ce qu'on fait. Une entreprise, c'est pas le zéro défaut. Demandez à Steve Jobs ou à Elon Musk si il prend des risques et si il est en permanence dans le zéro défaut. Non, absolument pas. Tous les créatifs, tous ceux qui font de la stratégie prennent des risques et font des erreurs. Alors, il y a des erreurs inutiles. On ne fait pas 2 fois la même erreur, mais on ne peut pas donner de l'autonomie à quelqu'un et lui demander de
de jamais faire d'erreur. Une erreur n'est pas très grave. Il faut pas avoir cette culture, si vous voulez, du zéro défaut. Parce que si vous avez la culture du zéro défaut, vous allez vous apercevoir que vos managers ne décolleront jamais, ne prendront jamais aucune responsabilité. Combien de fois j'ai entendu des dirigeants dire, écoutez, dans des réunions, ce que nous demandons, c'est que vous preniez plus d'initiatives, plus de risques, etc. Oui, très bien, très bien. Mais celui qui est responsable, par exemple, des services généraux, qui commande une table de réunion rectangulaire et qui se fait engueuler devant ses patrons ou par ses patrons parce que on voulait une table ovale, si il est remis en cause durant une réunion, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est dans une hiérarchie descendante et dans cette hiérarchie descendante, on va prendre aucun risque. Cadre supérieur sans prendre de risque, c'est un job parfait. C'est un job parfait. Prendre des risques, c'est autre chose. Mais si vous prenez des risques, il faut que votre patron ait une culture du risque, l'accepte, donc choisisse d'abord de bons managers et donne de l'autonomie et accepte cette possibilité de faire des erreurs. Alors, après, vous jugez du niveau de l'erreur, mais l'erreur, au contraire, il faut la valoriser. Donc, si vous voulez, je vais vous raconter une ou deux erreurs qui sont arrivées. Le premier que j'ai suivi très de près, j'ai fait des conférences sur lui, sur Steve Jobs, c'est le premier à multiplier les erreurs. Ouais. Avoir multiplié les erreurs, mais toujours dans un sens dynamique, toujours en prenant des risques contre les comités de direction et que même le conseil d'administration, puisqu'il a été licencié par John Sculley et son conseil d'administration. Et pourtant, pour avoir mis sur le marché les produits les plus innovants qui maintenant sont repris par tout le monde. Alors, je vous vois pas. Point de manager, oui. Des chefs, hein, on a fait un peu dans le Chirac, des chefs qui savent chefer. Mais donc, plus de management en sens quali. Pas de suppression totale des managers, on est d'accord. Et pas non plus cette idée qu'on retrouve dans l'entreprise libérée de faire des managers, coachs, facilitateurs. Non, mais ça, j'ai pas de problème avec le management par projet, des facilitateurs, des coachs, tout ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, ça peut coexister tout ça. Mais dire que dans une période de crise, vous pouvez fonctionner avec des facilitateurs, là, quand vous allez rentrer dans vos entreprises, non. Il faut un certain nombre de managers, mais de vrais managers. Alors, je fais une différence entre toute la partie dirigeant que j'élargis, si vous voulez, au comité de direction, au staff, un staff relativement large de tous ceux qui contribuent à définir la stratégie, et puis les équipes de proximité avec les managers de proximité. Non seulement je ne veux pas les supprimer, mais au contraire, moi je les défends. Enfin, dans notre livre, vous verrez ça. Je veux monter leur statut, je veux les monter au niveau classification, au niveau salaire, etc. Je veux des vrais managers avec des vraies équipes, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que les frontières de l'entreprise, vous le vivez sûrement maintenant, sont en train de s'élargir. Dans votre équipe, vous pouvez avoir 3-4 personnes, 2 à l'étranger, un consultant qui travaille avec vous, de la sous-traitance, et puis un projet que vous menez parallèlement. Donc les frontières, si vous voulez, de l'entreprise sont devenues plus souples, raison de plus pour avoir des points de référence. Après, c'est aux dirigeants de mettre leur mix comme ils l'entendent. Mais moi, je veux des chefs pour chefer et des chefs qui soient des managers de temps de crise. Mais je vais même encore un petit peu plus loin. Avec ce que l'on est en train de vivre maintenant
on va tout droit vers ce que moi j'appelle, et j'ai vu que certains l'appelaient aussi comme ça, le télémanagement. Car le télétravail, c'est une chose, tout le monde a son avis là-dessus, les gens sont assez satisfaits, ils voudraient 2 jours par semaine ou 3 jours, etc., etc. Et la vraie question, pour moi, ce n'est pas le télétravail, c'est le télémanagement. C'est-à-dire, comment je situe et quels sont les outils du manager dans une situation où vous avez des gens qui sont répartis des fois sur toute l'Europe, des fois sur toute la France, qui peut se trouver dans des entreprises différentes. Et ce télémanagement-là, si il est bien compris, si les outils continuent à se développer, les outils sont déjà performants, et si les managers ont compris une chose, c'est que le temps économisé, ce temps-là doit être économisé pour préparer les réunions et pour les suivre. 50% des réunions n'ont pas d'ordre du jour. Il y a 20, on a des chiffres, vous trouverez ça aussi, il faudrait que je trouve les chiffres. Il y a 20, je crois que c'est 22% des participants à une réunion, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire dans la réunion. Il n'y a aucune raison qu'ils soient lancés. Ils ont été convoqués, ils viennent. Et des comptes rendus, dans 50% des cas, il n'y en a pas. Or, une bonne réunion, tout le monde sait, c'est une réunion qui est préparée avec un ordre du jour, qui est managée de manière efficace et qui a un suivi avec des comptes rendus. Donc, le télémanagement peut permettre ça. Déjà, quand on fait du télémanagement, une téléconférence, par exemple, comme celle on est en train de faire, moi, je passe du temps à les préparer parce que on a l'impression comme ça que quand on a les gens autour de soi, c'est plus facile de faire passer ces messages. À distance, vous vous rendez compte que le corps qui passe 50% des messages, 50% des messages sont passés sur le visage. Il ne reste plus que le visage pour vous influencer. Donc, il faut plus travailler ces messages. Et je pense que le télémanagement peut permettre des formes de structure intéressantes. Alors, il faut encore faire des progrès, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en télémanagement. Bon, le télétravail, c'est plus un problème maintenant. Je crois que tout le monde a son avis. Ben, on voit à peu près où on va aboutir. Par contre, le télémanagement, c'est vraiment une notion sur laquelle il faut travailler. Il faut travailler. Il peut y avoir de très bonnes surprises dans le domaine. Ceci étant, un mauvais manager restera un mauvais manager, un mauvais télémanager. Et un bon manager ne perdra pas, si vous voulez, ses qualités dans le télémanagement. Alors, il faudra bien sûr équilibrer les réunions plénières ou les réunions en présentiel avec les réunions en télémanagement, mais je pense que peut-être 60-70% des réunions vont pouvoir se faire en télémanagement, mais même les entretiens individuels. Les entretiens individuels, mais il faut avoir toute une structure pour les préparer. J'ai pas l'intention de faire de bouquins sur le télémanagement, donc si des consultants veulent le faire, ils le feront bien mieux que moi. Jean-Claude, d'ailleurs, je voulais souligner, alors moi j'avais un grand sourire, c'était par rapport à ce que je lisais sur la partie, il y a 2 onglets, hein, l'onglet chat, il y a vraiment un sourire puisqu'il y avait un petit clin d'œil pour moi, merci David Muller, Rudy, et des échanges très intéressants. Et je continue sur l'onglet questions. Jean-Claude, juste pour dire qu'autorité naturelle, tout à l'heure je voulais dire que l'autorité au sens latin, en fait, romantique, ça permettait de faire grandir, d'accompagner pour faire grandir les personnes. Et j'en reviens, toutes les générations recherchent l'autorité naturelle et sûrement pas l'autoritarisme ou les cheffaillons. Et j'en reviens à cette génération Z qui veut en effet cette autorité naturelle et d'expérience. Je pense que tout le monde apprécie l'autorité naturelle, c'est-à-dire l'autorité reconnue. Personne n'aime cette espèce d'autorité qui tombe du sommet et qui s'appuie sur un statut. On s'en fout des statuts.
C'est pour ça que le point que je n'ai pas souligné, c'est que manager est un job très difficile. Et vous imaginez qu'il y a des tas de managers aujourd'hui qui prennent leur poste sans avoir eu de formation. Et de temps en temps, ils ont leurs collègues à manager derrière. Beaucoup dans des petites entreprises, c'est vrai. On n'a pas le problème dans les startups. On n'a pas parlé des startups, mais les startups, moi j'en pense beaucoup de bien des startups. Beaucoup, beaucoup de bien. Souvent, c'est la philosophie du patron qui est importante, mais il n'y a pas de structure très, très compliquée. Il y a un projet, il y a une bonne dynamique. Il y a beaucoup à apprendre des startups. Mais une start-up, un jour, elle devient grosse. J'ai une photo de Steve Jobs quand il était de Steve Jobs non. Non, de Amazon. Jeff Bezos. De Jeff Bezos. Quand il était tout seul. Le plus riche du monde, ouais. Mais quand il était tout seul, il a commencé tout seul. Ils sont partis. Non, je suis pas d'accord. Il a commencé avec son épouse. Ouais. Le fait qu'il comme pour Jack Ma, pour Alibaba qui était China Pages au départ. Non. Et tout le divorce là, je reconnais. Mais regardez par exemple dans ce qu'il fait, il multiplie pas les managers et les structures. Hein, il joue beaucoup. Il a joué beaucoup sur les algorithmes et il joue beaucoup, si vous voulez, sur la robotisation, etc., etc. Je pense qu'une entreprise doit avoir des structures extrêmement efficaces, mais il faut compenser, si vous voulez, les structures un peu informatisées et robotisées par beaucoup de fluidité dans le relationnel. Si vous voulez, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Mais revenons quand même sur le point, manager. Moi, je ne conseille à personne qui n'est pas doué pour le management de faire manager dans les années qui viennent. Soyez des très bons spécialistes, sauf si vous avez envie d'être manager. Moi, toute ma vie, dès que je suis né, j'ai eu envie d'être manager. Mais si vous n'avez pas envie d'être manager, n'allez pas dans cette voie-là. Vous préférez une très belle carrière comme consultant, comme spécialiste, comme tout ce que vous voulez, comme expert, comme manager va devenir très, très, très compliqué. D'ailleurs, ça rejoint de type, puisque tu disais, si vous ne le sentez pas, etc. Il y a quand même, on revient sur la notion de trait inné, de prédisposition, puisque nous avons 2 questions qui vont dans ce sens. Et juste un autre point, on a des questions sur des conseils, en fait, des recos, en disant, mais voilà, dans telle situation, comment faire. Juste ces 2 questions portent sur les soft skills. De Régis, avez-vous analysé les soft skills qui font un bon manager? OK. Et la notion pour Jérémy, pensez-vous que nous puissions devenir manager ou cela n'est-il pas lié à nos prédispositions personnelles? Alors, sur la deuxième question, oui, moi je crois beaucoup aux prédispositions personnelles. Tout dépend aussi de quel job on parle. Donc, ça, les chefs d'entreprise peuvent décider en fonction de leur activité, mais d'une manière générale, je pense que quand vous êtes manager, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir en étant manager. C'est un job formidable. C'est un job difficile, mais formidable. Mais il faut avoir des dispositions pour ça. Il faut avoir aussi envie d'aider les autres. Si c'est un manager, son seul point de référence, c'est son chef en dessus, ça sert à rien. Ça peut faire plaisir au chef en dessus, mais ça, c'est inutile. Il faut d'abord qu'il regarde en dessous et qu'il amène de la valeur ajoutée au niveau de son équipe. Ça, c'est important. Alors, les soft skills, oui. Les soft skills, c'est plus un problème. Il est évident que la compétence technique n'est plus le problème du moment. Les soft skills, j'en ai énuméré quelques-uns au départ. Les tests, dans ce domaine-là, j'ai un ami qui est un grand spécialiste des soft skills. Les tests sont très, très au point à ce niveau-là. Mais je pense que les soft skills,
Alors, il y en a peut-être qui pourraient me contredire en partie, ils auraient raison. Ne rentre pas jusqu'au manager, au manager toxique. En partie, ça, on voit, mais on ne voit pas tout. Puisque, si vous voulez, c'est tout le problème de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est très, très difficile parce que votre inconscient joue un espèce de rôle qui masque totalement, si vous voulez, qui fait souvent le contraire de ce que vous êtes. Donc, il faut des actes manqués et des lapsus linguae pour, et donc, c'est très toxique pour les repérer alors. On le découvre des fois très tard. Moi, j'en ai parlé avec beaucoup de dirigeants et les dirigeants m'ont dit, effectivement, on a découvert qu'il y avait un blocage dans certaines situations et on a un problème. Quand c'est un job relativement élevé. Mais les soft skills, maintenant, c'est très, très au point. S'il y a des DRH, adressez-vous aux DRH. Moi, j'ai totalement confiance là-dessus. Mais n'oubliez pas une chose, il faut encore passer le stade suivant, c'est-à-dire se dire quelle peut être sa conduite dans les périodes très difficiles, troublées, etc. Et là, moi, je n'ai pas vraiment d'outils. Alors, un de mes amis, qui est un grand spécialiste de la question, il me dit qu'un jour, on va pouvoir faire, alors ça se fait, je crois que c'est à la NASA, Maintenant, il y a un test de recrutement uniquement en vous mettant des électrodes sur la tête ou sur un casque et pour déterminer avec un algorithme qui sort votre profil psychologique, je ne sais pas la profondeur du profil psychologique, mais qui dit qu'il y a des gens qui s'y intéressent au niveau pour les entreprises, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous auriez quelques électrodes. Alors bon, c'est pas prêt de passer facilement. J'imagine qu'il y aura des réticences et que ça passera pas. Mais ça pose bien la question de savoir. On ne s'arrête pas à ce qu'on voit au visible. On ne s'arrête pas à ce que l'on ressent, c'est-à-dire à ce qui est masqué. On va à plus en profondeur chercher la personnalité profonde de la personne, surtout dans les périodes de conflit, de crise, de difficultés, de rupture. Et dans ces questions, dans ces moments-là, eh ben, vous verrez ce que vous avez à faire. Parce que très souvent, quand les entreprises grossissent, moi j'étais dans des entreprises qui ont grossi très très vite. Xerox, à un moment, en 4 ans, 5 ans, vous étiez au comité de direction. Et Nokia, très très vite aussi. Alors, avec toute une série de nouveaux profils, vous apercevez que quand les crises arrivent et que vous êtes dans les périodes descendantes, puisque les deux ont connu des périodes descendantes, vous n'avez pas toujours les bons managers. Vous avez des managers avec des profils intéressants, mais pas des managers de crise. Les managers de crise, il faut qu'ils aient été un peu préparés à la crise. Je crois qu'on a dépassé le temps. Là, on peut prendre 5 minutes ou… Oui. S'il y a une question ou deux, on peut prendre 2-3 questions pour finir. Oui, je regardais sur l'autorité naturelle, mais Max Weber, tout ça, c'est bon, j'ai répondu. On a une question, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est la contextualisation finalement on a parlé de différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprise. Il y a eu des questions sur la question des cultures nationales, l'impact des cultures nationales. Donc, moi, je pensais, évidemment, on a ce Hofstede, mais j'ai une question là, par exemple, en Afrique, une question de Brahima sur le manager intermédiaire en Afrique, généralement, doit convaincre sa hiérarchie avant de faire appliquer les décisions qu'il aura pris. Quelle posture doit-il prendre pour convaincre sans être bloqué dans son élan, en sachant qu'en 2019, le cabinet Deloitte pour la France a montré que 2 tiers des entreprises en France
Donc, 2 tiers, ça veut dire un bon nombre, dans ces 2 tiers, un très grand nombre de PME, de fait. 2 tiers, on repose sur une structure hiérarchique stricte. Donc voilà, comment notre réponse, ta réponse, si tu peux éclairer là-dessus, peut éclairer à la fois sur les entreprises françaises et apparemment, alors je ne sais pas quel pays en Afrique. Oui, non, mais je vais répondre d'une manière globale. Voilà, comment convaincre? Je vais pas descendre en détail, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une culture centralisée, c'est le cas de la France, c'est peut-être le cas d'un certain nombre de pays d'Afrique aussi. Lesquels, je ne sais pas. Mais... Il est très important, c'est pour ça qu'il est très important. Moi, j'ai travaillé pour des Suédois et des Finlandais, c'est-à-dire Ericsson et Nokia, 2 sociétés formidables, fantastiques. Et c'est pas du tout la même culture, hein. Pas du tout la même culture. Ni les Suédois, ni les Finlandais. Ils ont leurs défauts aussi, mais ils ont tendance à faire beaucoup plus confiance, à travailler beaucoup plus collectivement, etc. Il n'y a pas le système descendant qu'on trouve en France et peut-être dans un certain nombre de pays d'Afrique. Mais de toute façon, la question qui est posée est une bonne question de notre ami, j'imagine qu'il est africain, peut-être qu'il travaille en France, c'est que dans tous les cas, il faut savoir manager son patron. Ça fait partie des qualités du manager de crise. Parce qu'un manager de crise, il y a certains moments, il va avoir à se battre pour obtenir des moyens que la société ne souhaite pas lui donner, ou en tout cas qui ne sont pas dans la culture de la société. Donc, il faut aller convaincre en dessus. Et moi, j'aime beaucoup le terme de manager son patron. Ça, il y a d'ailleurs certaines formations où j'utilise le titre savoir manager son patron. C'est le convaincre. Écouter son patron bêtement, pour moi, c'est un très gros défaut. C'est pas une qualité de manager, ça. À la fin, c'est le patron qui décide. Hein. Vous verrez dans notre livre le management par le vide encadré. Il y a un moment, si vous voulez, vous sortez de votre carré, et quand vous sortez de votre carré, c'est votre patron qui décide. À l'intérieur du carré, vous avez carte blanche. Après, tout dépend du carré que l'on vous donne. Mais quand vous avez les qualités, on peut vous donner des carrés qui sont très, très larges. Et dans ces cas-là, ça marche. Mais il y a toujours un moment où il faut aller convaincre son patron. Donc, moi, je ne suis pas capable de changer la culture française La France est un pays, si vous voulez, qui a beaucoup de qualités, qui est pas en retard sur le plan de la culture de management. Elle a simplement un modèle, les 2 modèles que l'on a eus, si vous voulez, c'était l'armée. Le premier modèle, c'était l'armée et l'Église. Donc, les 2 multinationales, les 2 premières multinationales, ça a été ça. On a gardé un petit peu ces modèles, et le modèle de l'armée, vous savez que le mot cadre vient de l'armée, c'était un cadre dans lequel on mettait les promotions militaires. On a beaucoup plus que dans d'autres pays. Il y a des pays où ils sont comme aux États-Unis. Moi, j'adorais travailler aux États-Unis. Quand vous vous plantez, ils ne sont pas toujours très gentils, mais quand vous défendez une idée, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de challenger les idées. Ils n'ont pas peur que vous veniez en disant, du moment que ça rapporte de l'argent, de toute façon, vous êtes toujours les bienvenus. En France, si vous voulez, on a un management moderne. Moi, je trouve les managers français assez modernes. Les formations qui sont données en France sont dans le coup. On est allé dans la Silicon Valley pour préparer. Merci pour l'IFG. Notre livre. On a appris en financement. Ils sont meilleurs que nous en financement. Je n'ai pas appris grand-chose en marketing. Hein. Ils sont aussi en projet bien meilleurs que nous. Ils sont très bons dans le financement des startups. On est très, très en retard là-dessus. Mais je ne peux pas dire que j'ai appris énormément de choses. On est dans le coup. Jean-Claude, rappelons quand même que la France produit des incroyables multinationales. Regardez, les leaders, quand je regarde ça, j'en parle à mes étudiants, oui, les leaders dans différents secteurs d'activité, que vous voyez dans le top 3 bien sûr,
il y a des formidables sociétés, des multinationales françaises, bien sûr, mais malheureusement, avec le temps, elles se sont structurées avec beaucoup trop d'échelons hiérarchiques, pas assez de filialisation, pas d'assez. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui sont remarquables, donc je ne fais pas de commentaires, mais quand je regarde les enquêtes qui ont été faites, en comparant des pays, on reste quand même dans les pays les plus centralisateurs, encore les plus hiérarchisés. C'est souvent des chiffres, si vous voulez, 10 ou 15% au-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup les startups françaises. J'aime beaucoup les petites entreprises françaises. Et je trouve que y a à apprendre. Il y a à apprendre. Il y a également une zone, mais ça, vous le verrez dans notre livre, qu'on peut apprendre, c'est tout ce qui est les sociétés de services informatiques, beaucoup, où on vend du temps d'ingénieur ou du temps de manager, et que l'on met chez le client, directement chez le client. Il y en a beaucoup dans l'informatique. C'est là que j'ai trouvé le plus haut taux de satisfaction des salariés. C'est là que j'ai trouvé le plus haut taux de satisfaction des salariés. Et il y a des raisons pour ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. Il y a des tas de choses qui sont intéressantes. Ok. Donc, convaincre ses supérieurs hiérarchiques quand on est dans une structure. Après, on est obligé de faire de la psychologie. Je reprends le cas de l'Afrique. Il y a de très bons managers en Afrique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non, mais c'est la structure. Tout dépend du manager que vous avez. Vous avez le même problème en France. Si vous avez un dirigeant de l'ancienne école avec un mode de fonctionnement très, très hiérarchique, ben, il faut en tenir compte. Ou alors, il faut que vous rachetiez l'entreprise vous-même, mais à un moment, vous n'avez pas d'autre choix que ça. Par contre, vous pouvez toujours essayer de convaincre, vous pouvez toujours essayer d'avoir des entretiens sur le fond, mais vous êtes obligé à un certain moment de tenir compte de la culture des comités de direction. Et les dirigeants font des erreurs aussi. C'est le baron Bick qui disait qu'un dirigeant prend 7 bonnes décisions, 2 foireuses et une complètement ridicule. Donc, il y a des bonnes décisions et il y en a des mauvaises. Il faut savoir mener les bons combats. Et en tout cas, arriver à trouver les bons compromis pour que vous ayez l'espace pour réussir, parce que souvent, le jugement de vos collaborateurs, c'est un jugement plus global sur le management et les dirigeants de l'entreprise. Par exemple, il y a des sociétés où on ne délègue pas suffisamment. Moi, je ne suis pas pour, si vous voulez, les managements de groupe où il n'y a plus de managers, plus d'autorité, etc. Ça, ce n'est pas ma culture. Et ça pourrait être ma culture. Ça pourrait être ma culture. Mais je l'ai étudié à fond. Au départ, ça m'a beaucoup intéressé, l'entreprise libérée. Je suis allé à fond. Moi, j'ai une culture de grandes entreprises. Je pense que beaucoup d'échelons hiérarchiques ne sont pas nécessaires. Certains managers ne sont pas adaptés à ce type d'entreprise. Mais moi, je suis pour des bons managers et moi, j'en ai côtoyé des très, très bons. Des très, très bons. Oui, je répondais, c'est vrai que là, on a… c'est vrai qu'il y a des Afriques, enfin, il y a plusieurs… En effet, pas de généralisation sur l'Afrique et je suis d'accord et j'espère qu'on a, sur ce point, été relatif, qu'on a pris… c'est pour ça, il y avait une question sur l'Afrique, ce manager intermédiaire, et c'est pour ça que je ne savais pas quel était le pays en question. Ok. C'est le temps à passer pour convaincre, mais il y a un moment, si ce n'est pas possible de convaincre, il faut mener d'autres combats. C'est comme ça. Mais moi, j'espère que tous les dirigeants sont ravis lorsqu'ils ont
un de leurs cadres qui veut les voir pour les convaincre d'une idée qui peut amener de la valeur ajoutée, qui peut amener de la profitabilité à l'entreprise. Moi, ça m'est arrivé souvent, en tout cas. Je lis en même temps les… Alors, on peut prendre 2-3 parce qu'il y a, je voudrais pas, il y a plus que 90. On va peut-être prendre la dernière question, si vous voulez. Non, on va arrêter là, peut-être. Hein? Écoute, oui, il y avait quand même finalement pour, tu sais, faire toujours ce bouclage. Finalement, le titre, c'était Manager en temps de crise et crise du management. On a parlé beaucoup des managers, finalement, de temps de guerre, de leur rôle, comment faire pour les recruter, alors, comment identifier finalement le contraire des managers de temps de crise. C'est ce qu'on a décrit. Les managers toxiques et autres. Et finalement, cette crise-là du management, j'avais une question en somme. Écoute, je vais proposer quelque chose parce que je vois que petit à petit, il reste moins de personnes. Moi, c'est de vous montrer le livre là. Dans ce livre, vous aurez absolument des tas de points qu'on n'a pas traités. On développe en profondeur le management par le vide. On développe en profondeur, les 3 derniers chapitres, c'est dirigeant qui prend un chapitre complet, le management intermédiaire et le management de proximité. C'est un cadeau, pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est un cadeau pour 15 €. C'est un cadeau que vos parents, s'ils sont des étudiants, vous feront avec plaisir. Si vous êtes parents, vous faites plaisir à des étudiants. Et puis, c'est surtout un livre de débat. Nous, on n'a pas voulu donner des réponses définitives, mais vous vous rendez compte que dans le ton que j'ai, on a des convictions fortes et c'est des convictions qui sont faites pour débattre, qui sont faites pour réfléchir. Si certains d'entre vous veulent nous inviter pour des conférences dans des entreprises, des podcasts. Moi, je suis disponible. Si c'est des étudiants, c'est encore mieux parce que j'adore donner des conseils aux étudiants en leur disant de surtout pas les suivre, mais de les écouter et après de faire ce qui leur paraît être bien. Mais plongez dans le livre. N'hésitez pas si vous avez envie de nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, on peut continuer nos discussions. Si vous voulez m'envoyer un courrier, moi je réponds à tous les courriers. Oui, ça c'est vrai. J'ai pas de solution miracle, mais j'ai notamment, et on n'a pas abordé ça, beaucoup de choses à dire sur le management stratégique, parce que j'ai eu la chance avec Xerox, j'étais responsable de tout ce qui n'était pas Docker. Donc j'ai lancé la première souris, les premières fenêtres, les premières icônes en France. Tout a été inventé à Palo Alto, au centre de recherche Parc. Et puis, j'ai lancé aussi les premiers téléphones mobiles. Et pour ceux qui se posent la question, comment se fait-il que le produit qui a le plus peut-être changé les modes de vie avait comme leader un Finlandais, je vous donnerai les réponses. Pourquoi c'était pas un Américain? Pourquoi c'était pas un Américain? Pourquoi c'était pas un Français? Pourquoi on avait 40% du marché du téléphone mobile? Parce que tous les autres, vous le répétez à personne, n'y croyaient pas. Il y avait un homme qui s'appelait Jorma Ollila. Personne n'y croyait. Il y avait juste Ericsson et Motorola. Puis après, les autres sont venus. Mais les 3 premiers qui sont partis avec le GSM, et nous avons été leaders, ça a été ni les Japonais, ni les Américains, ni personne, parce que tous les autres n'y croyaient pas. Donc, vous voyez, on peut faire des erreurs de management, mais des erreurs stratégiques. Alors là, si vous voulez que je vous explique comment on fait des erreurs stratégiques et comment on les fait dans le monde entier, des erreurs stratégiques, comment, par exemple, Steve Jobs, qui a arrêté ses études à 20 ans et qui n'était pas quelqu'un de très brillant comme étudiant, a changé le monde. Comment
Bill Gates, mais qui n'avait pas non plus terminé à il a Harvard. été à 20 ans aussi, il n'a pas fait d'université, il a changé le monde, alors qu'à ce moment-là, IBM avait le monopole, avait tous les meilleurs cadres, les meilleurs consultants, les meilleurs chercheurs, les meilleurs. Pourquoi ils ont changé le monde? Pourquoi, en partant de rien, Jeff Bezos a changé la distribution dans le monde et est devenu le plus riche, alors qu'il existait des tas de gens qui faisaient de la vente par correspondance? Pourquoi? Alors ça, je suis intarissable. Si vous voulez refaire une conférence là-dessus, j'ai vécu en direct. Alors, j'y suis pour rien. Moi, j'avais la responsabilité simplement de la France, mais j'étais au premier rang pour voir ce qui se passait. Et ça, c'est passionnant. Alors, vous le trouverez aussi dans notre livre, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est fascinant pour l'avenir. C'est fascinant pour l'avenir. Ne vous trompez pas, les 5 personnes les plus riches du monde actuellement sont parties de rien il y a 30 ans. Je dirais pas Bernard Arnault. Oui, mais aux États-Unis, c'est pas la fortune de leur papa. Numéro 2. Oui, mais ça va très vite. Hein. Ça y est, Elon Musk est passé numéro 2. Ouais. Ça va très, très vite. Ils sont les 5, là. Et il y en a certainement d'autres derrière. Ça ne donnera plus ici. Bon, en tout cas, j'espère que cette conférence, malgré qu'on n'ait parlé que de crise, vous a donné la pêche. J'espère. Hein. Si vous me répondez qu'une chose, dites-moi, ça m'a donné la pêche, ça me donne envie de me battre, ça me donne envie d'attaquer les nouveaux défis, ça me donne envie de repenser la manière dont je manage, ça me donne envie de revoir les structures. Moi, c'est ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie, si vous voulez, c'est de créer du mouvement et de le créer avec des gens avec qui on peut échanger, on peut dialoguer. Malheureusement, on n'a pas pu être suffisamment interactif là, mais je vous promets une chose, toutes les questions que vous avez envoyées, dès ce soir, peut-être pas ce soir, dès demain matin, non, j'ai une conférence demain, mais je vais lire tout. Ici, si vous venez me rejoindre sur LinkedIn, aucun problème, on pourra dialoguer. Et si vous voulez nous inviter avec Anor, essayez de rassembler au moins une 30aine de personnes, eh ben on vient et on échange. Vous avez vu, on n'a aucune vérité, mais des convictions fortes, on en a. Et elles méritent d'être confrontées à d'autres convictions et de se préparer aux mois et aux années qui viennent. Donc, je souhaite, moi, une bonne soirée à tout le monde et j'attends vos retours en espérant que ça a été une journée ou une après-midi efficace et intéressante pour vous. Merci. Je vais vous mettre nos liens. Je vous en prie, merci à vous tous. Et c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est ce message très positif. C'est finalement, mais écoutez, on est en crise depuis des décennies. Donc, allons-y, n'ayons pas peur. Allons de l'avant. J'ai beaucoup aimé cette notion finalement. On parle de manager, on parle de crise du management, oui. On parle de management de crise, oui. Mais en temps de crise, on a envie de dire, mais finalement, en continuité. Donc, ouais, vraiment de la pêche. Hâte aussi. Alors, on veut m'entendre, hein, sache Jean-Claude, sur les stratégies de management du Go. Ok, merci beaucoup. Ok. Oui, alors je vais peut-être mettre nos. Ben écoute, je laisse. Vous avez compris que dès que ça devient un petit peu organisationnel, je laisse Anne-Laure faire. Elle fait bien mieux que moi. Qu'est-ce que je fais mieux que toi? Tout ce qui est organisation, suivi, tu as l'habitude de faire ça dans ton job. Donc, tu le fais très bien. Et puis, après, il faut que nous assurions le suivi. Si on prend des engagements, il faut assurer le suivi. OK? Oui, tout à fait. Donc, merci Jenny. Nos adresses. Merci Jenny aussi. J'ai trouvé Jenny très efficace dans sa manière d'organiser. C'est pas facile d'organiser un webinaire comme celui-là. OK? Merci. Bon, je vais couper alors. Je ne sais pas comment on coupe.
Ça doit être simple. Il faut simplifier le réel. Alors, allons-y. Merci à vous tous encore.